Bienvenue dans AgriStories, des récits inspirants pour celles et ceux qui rêvent d'entreprendre la terre. Un podcast à l'initiative de la Fondation Mastercard. Bienvenue dans ce nouvel épisode d'AgriStories, série où nous avons l'opportunité de partager et d'échanger avec des entrepreneurs du secteur agricole. Les agripreneurs, comme on le dit. Et comprendre un peu mieux leur parcours, leur motivation, leur réussite, leurs peurs, et tout ce qui les amène aujourd'hui à être des personnes que nous prenons aujourd'hui en modèle et qui nous inspirent. Donc nous avons aujourd'hui la chance d'accueillir Armande Lo, qui est directrice et fondatrice de Manda Bio, qui est une société qui est à la fois dans la production, mais surtout dans la transformation de produits, fruits et légumes biologiques. Amande, merci d'être avec nous. Donc on te connaît sous plusieurs casquettes, dont celle de directrice et fondatrice de Manda Bio, qui est une société qui fait de la transformation de produits et légumes bio pour le plaisir des consommateurs, ici au Sénégal. Merci pour l'invitation. Je suis ravie d'être là. Merci. Alors Armande, peut-être que pour commencer, tu pourrais nous permettre de comprendre qui est Armande Lo. Alors, Armande, c'est une jeune Sénégalaise passionnée d'agriculture, de nature, d'environnement et qui est très, très créative, c'est-à-dire qui aime créer des choses, des projets, organiser et justement mettre son savoir-faire au service de la société. Et c'est pourquoi d'ailleurs j'ai eu à créer Manda Bio depuis mon plus jeune âge et que je déroule jusqu'à présent actuellement. Parfait. Mais je crois que tu es allé très vite quand tu te concentrais uniquement sur Manda Bio. Parce que je crois que tu es aussi dans l'industrie cinématographique. Tu es à la fois, si je ne me trompe pas, actrice, scénariste, réalisatrice. Et donc, tu as fait énormément de choses dans ce domaine. Est-ce que déjà, tu pourrais nous en parler un peu plus, mais surtout nous dire en fait comment est-ce que cela, si naturellement ça contribue, mais comment cela a contribué à ce que tu fais aujourd'hui avec Manda Bio? Effectivement, hormis l'agriculture, le cinéma, l'art de manière générale, c'est aussi une de mes passions. Donc, je fais des courts-métrages, également de la réalisation, également de l'actorat. C'est ce que le public connaît plus de moi d'ailleurs. Et également, je chante dans les chorales, les chœurs, etc. Et oui, donc l'actorat a précédé justement l'agriculture, mon activité agricole. Avant, je rêvais justement de jouer du théâtre, de jouer dans les films, etc. J'ai fait pas mal de castings vers 2015, 2016, etc. J'ai eu à jouer dans quelques spots publicitaires, quelques petits courts-métrages. Et ensuite, il y a eu l'agriculture, donc ça a un peu ralenti cette passion-là que j'ai dû mettre de côté. Et je ne suis revenue qu'à cette activité qu'en 2018, en faisant mon premier court-métrage Betty Jazz, qui s'appelait, et en le réalisant avec le Kino Teranga. Et ensuite, je suis retournée dans l'actorat parce que l'actorat, justement, c'est ce qui vous booste dans le milieu cinématographique. On n'est pas forcément bien connu quand on fait des courts-métrages. Tout à fait. Mais quand on joue dans une série à succès, justement, on nous reconnaît plus facilement. Et ça a été ma première apparition dans un rôle récurrent à la télévision sénégalaise. Et puis, le reste s'est poursuivi. Bravo, c'est intimidant et en même temps inspirant. Mais justement, quand on fait toute cette carrière, que d'ailleurs tu continues dans l'industrie du cinéma, on se pose la question de savoir comment est-ce que ça peut nous servir dans l'agriculture, parce que ça paraît finalement deux métiers différents. Donc comment ça te sert en fait dans ton rôle d'entrepreneur qui plus est, qui s'inspire du secteur agricole? Oui, alors ça aide dans la communication. Que ce soit dans la vente des produits, dans l'élaboration des stories au niveau des réseaux sociaux, de comment est-ce qu'on valorise le produit, comment est-ce qu'on en parle. Donc ça donne une petite expérience par rapport à ça. Ça facilite les publicités en tout cas. Et aussi, ça amène une influence différente parce que aujourd'hui, quand vous avez des personnes qui vous apprécient pour le rôle que vous avez joué, ils ont tendance à vouloir savoir ce que vous faites dans la vie. Okay. Et lorsqu'ils se retrouvent à voir que vous faites une activité classique ou assez peu commune en tout cas, ils sont d'autant plus intéressés à en savoir plus, à vous suivre, à vous soutenir, etc., à même acheter votre produit. Intéressant, ça aide à la communication. Maintenant, je comprends alors pourquoi est-ce que tu choisis le nom Manda Bio, parce qu'il fallait justement beaucoup d'ingéniosité pour pouvoir y penser, puisque je comprends que Manda, c'est un peu un surnom que tu as depuis l'école. Pour les gens qui ne voulaient pas t'appeler Armande, t'appelaient Manda. Et bio, donc, en gros, en fait, c'est une contraction entre ton nom et tout ce qui est biologique. Oui, tu pourrais peut-être nous dire un peu plus ce que fait la bio, justement. La genèse de ce prénom, c'était une amie, justement, qui m'appelait Manda affectueusement. Et
lorsque j'ai voulu commencer l'activité, je me suis dit, je vais juste utiliser ce prénom et puis ajouter bio. Et ça a eu une signification assez profonde pour moi parce que Manda Bio, c'est Armande qui fait du bio. Et c'est Armande dans son aventure agricole, entrepreneuriale, et qui est presque l'actrice principale, entre guillemets, de cette activité. Parce qu'il y a eu des moments, surtout dans les débuts, où je me suis retrouvée toute seule dans mon activité. J'ai pas eu la chance, comme les autres entrepreneurs, de commencer en groupe ou de commencer avec une team ou quelque chose comme ça. J'étais vraiment seule dans ma vision parce que justement, j'étais pas du tout, c'était pas prémédité de faire de l'agriculture pour moi par rapport à mon background, ma formation. Et j'ai voulu vraiment que le nom de ma marque sorte vraiment, reflète justement cela. En tout cas, c'est une très belle marque, mais tu dis que c'était pas prémédité, donc comment t'es arrivé justement dans ce métier? Parce que je crois savoir qu'il y avait eu un atelier de jardinage, si je me trompe pas. Tu peux nous en dire un peu plus? Comment t'es arrivé justement à ce métier? Parce qu'on pourrait penser uniquement sous les feux, les rampes des caméras dans le monde cinématographique. Donc comment t'arrives à ce métier? Justement, en dehors de ça, ma formation de base, c'est en gestion des entreprises et des administrations Ok. et en gestion de projets. Et c'était pour moi une filière assez large parce que je ne savais pas vraiment ce que je voulais faire. Je savais que je voulais gérer quelque chose, mais je ne savais pas quoi exactement. Et j'ai suivi cette filière-là pendant 3 ans. Et au bout de la 3e année, comme chaque groupe d'étudiants, chacun dit ce qu'il va faire en master, etc. Quelle est la suite pour toi? Et moi, c'était une question qui trottinait beaucoup dans ma tête. Et je me suis dit, bon, je vais essayer de chercher. Et par hasard, comme ça, je suis tombée sur un atelier de jardinage sur la fraise biologique au jardin ethnobotanique du Parc Anne et je me suis inscrite. Donc j'avais déjà une idée de projet avant ça, bien sûr, mais c'était pas forcément de l'agriculture, c'était de l'agroalimentaire. C'était justement une recette de grand-mère que je voulais mettre sur le marché avec l'aide de ma famille. Et bon, pour le moment, on l'a pas encore fait jusqu'à présent. Et juste après cet atelier, j'ai eu ce déclic parce que cet atelier parlait d'agriculture biologique. C'est vrai, on a parlé de fraises, etc. Mais le déclic, c'était justement autour de cette agriculture-là. Je me suis dit, mais si je veux faire un produit agroalimentaire et que je ne m'assure pas que ma matière première est de qualité, elle répond aux exigences que je veux, et tout ce que j'entends sur les avantages de l'agriculture biologique, je pense que je devrais faire un pas en arrière avant de revenir sur mon projet agroalimentaire. Et c'est comme ça que j'ai eu le déclic. Je me suis dit, bon, je vais commencer par l'agriculture biologique et je continuerai après mon aventure en faisant de l'agroalimentaire, forcément, dans le parcours. Merci beaucoup. Donc si je comprends bien, aujourd'hui, chaque fois que je prends un produit Manda Bio, je consomme biologique. Mais alors en t'écoutant, je n'entends pas seulement une entrepreneur dans l'agroalimentaire, j'entends quelqu'un qui, un peu comme un sacerdoce, qui veut pousser non seulement l'industrie agroalimentaire, mais qui veut aussi pousser tout ce qui est biologique. Pourquoi c'est si important et où est-ce que tu vois les choses d'ici quelques temps? C'est si important parce que la santé est engagée, parce que l'environnement est engagé, la préservation des sols, etc. Et durant ma formation, parce que j'ai pu trouver une formation finalement, malgré mes recherches, et j'ai lu beaucoup de témoignages, j'ai regardé pas mal de vidéos qui parlaient des méfaits justement d'une agriculture conventionnelle non raisonnée. Parce que voilà, il faudrait bien préciser. Et l'agriculture qu'on pratique ici au Sénégal, bien qu'elle soit conventionnelle, elle n'est pas raisonnée. C'est-à-dire, le fait de ne pas être raisonné, c'est une utilisation indisciplinée des pesticides chimiques et qui apporte justement des conséquences fâcheuses aux consommateurs, mais pas seulement, à l'agriculteur qui est exposé aux produits directement et à tout le périmètre qui se trouve autour de l'exploitation agricole. Et quand j'ai lu ces témoignages-là, c'était vraiment assez choquant pour moi. J'avais regardé un témoignage d'une femme qui disait que elle avait gâché la vie de son fils et qu'elle le regrettait amèrement parce que justement, elle ne savait pas qu'elle était en état de grossesse. Elle avait justement répandu du produit sur son exploitation agricole et le simple fait d'avoir inhalé le produit a créé une malformation pour son fils. Et lorsqu'il est né, les chercheurs ont fait pas mal de recherches et ils ont su que c'était à cause du produit chimique qu'elle avait utilisé justement. À 2 mois, je pense 2 mois de grossesse, généralement on dit que c'est à ce moment-là que le fœtus se forme et c'est là-bas qu'il a contracté cette malformation et ça a changé toute sa vie. Donc je me dis que c'est pas de la blague et que c'est vraiment dangereux si toutefois c'est pas raisonné
Et même si c'est raisonné, c'est toujours dangereux quand même. Et je n'ai pas du tout voulu entrer dans ce cercle-là. Et voilà, même s'il y a des conséquences assez fâcheuses de faire une agriculture biologique, il y a beaucoup de défis, mais je tiens quand même le coup jusqu'à présent. C'est quoi les défis, justement? Oui, les défis, se trouvent justement au niveau du rendement. Il y a plus d'investissements à faire quand il s'agit de faire une agriculture biologique. Il faut des intrants de qualité qui sont plus chers sur le marché. Il faut voilà, un suivi différent. Et il faut également former son personnel, surtout ceux qui ont déjà une expérience conventionnelle de l'autre côté, qui viennent dans votre exploitation. C'est comme si toutes leurs ambitions étaient à la baisse. Ils te disent, moi, je peux pas travailler dans ces conditions. Je ne suis pas habitué à ça. J'utilise pour désherber, j'utilise des herbicides. Je ne connais pas le système artisanal, agroécologique, permaculture. Je ne suis pas habituée. Donc, on est obligé de vraiment trouver les meilleurs partenaires et qui pourront justement porter la vision voilà, jusqu'au bout. Intéressant. Quand on t'écoute, on voit effectivement une facette de ce que c'est Mandabio, mais Mandabio a aussi plusieurs facettes. Je crois qu'en 2019, tu as lancé la partie justement transformation, et malheureusement en 2019, c'était un peu avant 2020, naturellement connu pour le Covid. Donc tu peux nous dire un peu comment s'est passée déjà cette phase avec Covid et d'où est venue même l'idée même de dire que tu veux transformer parce que tu aurais pu rester dans la partie production biologique et déjà il y avait beaucoup de choses que tu aurais peut-être accomplies. Oui, alors pour nous, le 2019, ça a été un tournant décisif pour l'activité parce que de là est née la transformation. Et je pense que c'était venu comme une phase, c'est une phase qui nous a beaucoup sauvés, je peux dire. Parce que l'activité quand même était quand même très saisonnière. On faisait de l'agriculture, mais on produisait sur les 12 mois que 6 mois. Et parce que en hivernage, on pouvait pas risquer de faire une agriculture biologique parce qu'il fallait plus d'investissement qu'on n'avait pas à l'époque. Et donc, on était obligé de travailler les 6 premiers mois, de produire, et le reste, on restait les bras croisés ou à la limite faire des petites cultures hivernales pas trop compliquées. Et on était obligé même de dire à l'équipe, ben, on part en vacances. C'était le slogan qu'on annonçait à nos clients, en tout cas à l'époque, pour dire Mandabio part en vacances. Mais non, en fait, en vrai, on disait aux employés, il n'y a pas de travail, donc chacun va rester chez soi et on reviendra au début de la saison pour reprendre à zéro. Et 2019, il y a eu le prix Joko Food que Joko Labs avait lancé à l'époque. Et c'est ce prix qui nous a un peu lancé, qui a lancé justement la partie agroalimentaire. Ce prix, c'était un prix qu'ils avaient organisé justement pour mettre sur le marché, via les entrepreneurs, des produits agricoles plus innovants qu'on ne trouve pas forcément sur les étals professionnels de distribution au Sénégal ou en Afrique. Et en postulant à ce prix, je me suis dit, bon, je vais essayer de chercher. J'étais en train de faire beaucoup de brainstorming pour voir qu'est-ce que j'allais proposer justement comme produit agroalimentaire parce que je vois que les débouchés de ce prix sont intéressants. À la clé, il y avait un accompagnement. Ils proposaient de vous accompagner, de vous aider justement à mettre sur le marché le produit que vous alliez soumettre dans le concours. Et en réfléchissant, je me suis rappelé que l'atelier même, je reviens à l'atelier encore, il a été vraiment bénéfique pour moi. Et le jour de l'atelier, on nous avait proposé un atelier sur la fraise et on nous avait également proposé un atelier de cuisine. Alors c'est le groupe Jidder qui l'a organisé à l'époque. Et dans cet atelier de cuisine, la dame qui faisait l'atelier nous avait proposé du jus de moringa. Et elle nous avait parlé de la recette, etc. Et je me suis dit, je vais proposer ce produit-là parce que j'imagine que son jus, il est vraiment fait maison et il n'y a pas de version industrielle, produit fini, bien élaboré, etc. Donc, j'ai proposé ce produit-là. Deuxième réflexion, c'était le jus de bissap blanc ananas. Bon, on connaît le bissap blanc, un jus fait maison comme d'habitude, mais on connaît plus le rouge. Le blanc n'est pas du tout valorisé. En tout cas, avant, il ne l'était pas. Et il était valorisé, mais juste jus fait maison, qu'on fait tranquillement à la maison ou chez les vendeuses de jus. Et je l'ai ajouté à la gamme. Troisième inspiration, c'est une amie à ma mère qui faisait du jus de solum. C'est le tamarinier noir.
Et je lui ai dit, j'ai demandé si je pouvais ajouter ça à mon projet. Il m'a dit oui, il n'y a pas de problème, on peut travailler dessus. Donc j'avais mes 3 parfums et c'était la première gamme de produits de Manda Bio. À l'époque, 2019, on avait 3 parfums, 2024, on a 23 parfums. Wow. Donc on a quand même beaucoup évolué, mais ces 3 premiers parfums nous ont permis de remporter le 3e prix de ce concours-là, Jocofoot. Et donc on a eu l'opportunité d'être accompagné et de justement sortir 3 premiers parfums élaborés. Et c'était la toute première gamme agroalimentaire de Manda Bio. Alors, je te remercie beaucoup, Amande, parce que, en fait, ce que j'apprécie vraiment dans tout ce que tu es en train de dire, tu nous permets de voir un peu l'envers du décor. On voit toujours effectivement le succès, mais au travers de ton expérience, on se rend compte que tout n'est pas facile. Il y a parfois aussi la capacité ou le besoin de rebondir, on va dire, vis-à-vis de certaines difficultés. Et tout à l'heure, tu parlais d'un prix, mais je pense aussi que, je sais pas si en 2022 ou peut-être un peu plus tôt, tu nous en diras un peu plus, tu as reçu un prix, celui de Janine Diago. Tu peux nous en dire un peu plus, s'il te plaît ? Oui, 2022, oui, exactement, c'est 2022. On a remporté un des prix du concours BJKD, Bénédicte Janine Diago, effectivement. Et je définis ce prix comme une grâce. C'est ça, c'était exactement ça. Parce que quand ce prix est arrivé, je devais régler une facture assez importante qui est arrivée, voilà, par surprise parce que le montant que le partenaire m'avait donné n'était pas du tout le même à la fin ou presque à l'approche de la fin de la prestation. Et c'était la cargaison de l'emballage annuel de Manda Bio. C'est-à-dire l'approvisionnement annuel de notre emballage pour la partie agroalimentaire, justement. Et quand ils m'ont présenté la facture, je n'avais pas du tout les sous. Je n'avais presque pas, même pas la moitié de la somme pour payer la facture. Et avec confidence, j'ai dit à la dame, il n'y a pas de problème, je vais régler. Vous savez, bon. Dans le business, on est toujours serein. Je lui ai dit non, il n'y a pas de problème, je vais régler. Je vais en voyage, je reviens et je règle votre facture. Et le voyage, c'était le prix, au fait. Il fallait justement aller concourir et remporter le prix. Et donc, pour moi, le prix, en arrivant en Côte d'Ivoire, c'était je gagne ou je gagne, j'ai pas le choix parce que je n'ai pas de sous pour payer la facture qui m'attend à Dakar. Et même pour postuler, c'était très difficile parce que j'ai postulé à 20 minutes, je pense, ou à 40 minutes de la fin du deadline parce qu'il fallait postuler avant 10 heures et moi j'ai postulé à 9h40. Donc je pense que c'est voilà, quelque chose comme ça. Et je revenais d'un tournage justement pour dire aussi que voilà, 2022, je valsais un peu entre l'actorat et l'entrepreneuriat. Et le tournage a duré toute la nuit et on a terminé à 6 heures du matin. Et arrivé le matin, je me rappelle que j'ai pas postulé pour le prix, au fait. Et heureusement, j'étais avec un ami j'étais vraiment paniquée. Je lui dis, oh, j'ai oublié de postuler. Et là, j'ai sommeil parce qu'on a tourné toute la nuit. On vient d'arriver à 6 heures du matin. On est resté éveillé. Comment est-ce que je vais faire? Il m'a dit, non, vas-y. Essaie quand même. Si tu veux, je t'appelle et puis tu restes éveillé. Comme ça, tu termines. Et donc, de 6 heures à 9 heures et quelques, je termine le document et je postule. Et quand on m'a annoncé que j'étais sélectionnée parmi les 50 premiers sélectionnés, j'étais vraiment très, très heureuse. Et je me suis dit, OK, là, je n'ai pas le choix, il faut que je gagne ce prix. Parce que, voilà, il y a la facture qui m'attend. Et j'ai eu de la chance, justement. J'ai failli rater, justement, le deadline. Et heureusement, là, je suis au moins sélectionnée. Donc, on a passé les étapes. C'est les 50 sélectionnés, les 25, les 15 et ensuite les 10 finalistes qui devaient se retrouver, justement, en Côte d'Ivoire. Et on est parti, on a pitché. J'ai donné mon maximum, mais j'ai pas gagné le premier prix parce qu'il y avait 5 prix de 25, 15, 8, 5 et 3. Et j'ai gagné le 3e prix, donc 8 millions. Et arrivé sur Dakar, j'ai réglé la facture et il me restait quand même de la monnaie. Donc vraiment, je définis ce prix comme une grâce parce que j'allais pas pouvoir m'en sortir si toutefois je l'aurais pas gagné. Bravo, bravo, bravo. Bravo pour ce prix-là, mais bravo aussi pour l'état d'esprit, parce que finalement, en parlant, tu dis « j'ai pas le choix, je gagne ou je gagne ». Peut-être que tu pourrais pousser un peu plus comment cet état d'esprit-là, comment tu qualifies déjà cet état d'esprit, comment il t'aide dans la vie de tous les jours, et qu'est-ce que tu penses justement que ce type d'état d'esprit a ou devrait avoir dans la vie d'un entrepreneur ? Oui, c'est un état d'esprit, je pense peut-être que je l'ai inconsciemment, ou peut-être que
par l'influence de mon entourage, je l'ai bâti au fil du temps sans m'en rendre compte, peut-être, parce que je n'ai pas encore parlé de mon parcours en côté enfance, mais je peux dire que l'influence de mes parents a beaucoup joué, parce que ma mère est entrepreneur, mais nous, on ne se rendait pas compte qu'elle était entrepreneur quand on était jeune, parce que il n'y avait pas encore tout ce mood-là qu'on a actuellement. Et j'étais son assistante et pourtant j'étais toujours au collège. En classe de troisième, je devais terminer mes devoirs et l'aider à faire des factures. Les factures, c'était sur Word, avant Excel, etc. Donc, je faisais les factures pour elle, je faisais les dépôts en banque, etc. Je faisais vraiment comme une assistante alors que j'étais en classe de troisième. Je n'avais même pas encore le bac. Et mes parents m'ont coaché dans ce système-là, responsabilité, organisation, travail acharné, etc. Et je pense peut-être c'est ce qui a évolué au fil du temps et qui aujourd'hui me permet d'avoir une base solide. Et voilà, j'ai dû après me détacher justement de son activité et puis continuer toute seule. Mais jusqu'à présent, c'est cet état d'esprit qui règne dans la famille. Quand on rentre dans la maison, c'est comme si c'était une entreprise. Les gens parlent de factures, de dépôts, de responsabilités, etc. Et on est toujours dans cet environnement-là, que ce soit mes frères et sœurs et moi. Et je pense que c'est ce qui a joué ou ce qui y a permis. Merci beaucoup pour tout ce que tu as partagé jusque-là. Je pense qu'on ne peut s'empêcher d'observer tout ton engagement en fait dans l'entrepreneuriat, mais probablement un peu plus dans l'entrepreneuriat des femmes, puisque tu en es une. Et justement, qu'est-ce que tu en penses ? Est-ce que tu ressens une responsabilité différente ou particulière en tant que femme et vis-à-vis de cet entrepreneuriat féminin ? Alors, si je représente vraiment un modèle, par exemple, pour ces femmes-là, je dirais avant oui, mais maintenant je me suis un peu débarrassée de ce fardeau-là parce que c'est quelque chose de lourd à porter et de se dire que je dois faire pour motiver ou je dois faire pour engager plus de femmes. C'est une mission très différente de mes aspirations et je m'en suis rendu compte au fil du temps parce que ça me déraillait beaucoup et c'est comme si je faisais pour rassurer les gens que l'agriculture, ça marche. Pour rassurer que mon activité évolue malgré les difficultés, etc. Et c'était un fardeau difficile à porter parce que c'est comme si je voulais brûler des étapes, moi, intérieurement, personnellement, et que je n'acceptais pas finalement le temps que mon activité prenait réellement. Parce que ça prend du temps, en fait. Quand je regarde les histoires des grands entrepreneurs, ça s'est pas fait en 5 ans, 4 ans, 3 ans. Et les réseaux sociaux ont l'habitude de nous mettre la pression où on voit, à seulement 23 ans, elle a fait ça. À seulement 20 ans, elle a réussi à faire ça, ça et ça et ça. Et ça nous montre une évolution faste. Alors que finalement, non, c'est pas une évolution faste. Ça prend du temps. Et c'est quand je l'ai réalisé justement grâce au soutien de Soukali et de Maskerka. Parce que quand on lève des fonds, on a l'impression que tout va changer, en fait. Alors que non, c'est une partie qui va évoluer et c'est en fonction de la pratique, etc., que vous allez atteindre d'autres futurs objectifs et vous allez peut-être lever encore d'autres fonds pour avancer encore au fur et à mesure jusqu'à atteindre le niveau des multinationales ou voilà, qui sait. Et pour moi, c'était ça et je me suis un peu débarrassée de ça. Et je me suis rendu compte que naturellement, justement, la responsabilité, elle est là, mais je ne la porte pas comme si j'étais porteur de voix ou porteur du flambeau de l'entrepreneuriat agricole, que oui, ça marche, allez, venez, ça marche. Non. Honnêtement, c'est pas pour décourager les gens, mais c'est pour dire que ça prend son temps, en fait. Et il faut assumer et accepter justement que ça prenne du temps. Donc finalement, tu dis quelque chose de très intéressant, il faut accepter que ça prenne du temps, ce qui est un peu à l'opposé de l'ère des réseaux sociaux où tout semble aller un peu vite. Mais justement, c'est l'objectif, en fait, on va dire, de ce type d'entretien-là qu'on a, parce que ça permet de voir tous les détails, tous les aspects, parce que tous ceux qui nous regardent et qui voudraient se lancer doivent savoir quel est le cheminement, et ils doivent savoir qu'en définitive, s'ils ne croient pas eux-mêmes en leur vision, ils pourraient se laisser dérailler. Et après, une fois qu'ils ont ça, se donner les moyens d'aller de l'avant. Je suis très inspiré, je pense qu'on apprend beaucoup, ou en tout cas j'apprends beaucoup au travers de cet échange-là, de voir aussi finalement comment est-ce qu'un état d'esprit dont tu n'as pas conscience en définitive est en train de te pousser à quelque chose,
Et quand je t'écoutais tout à l'heure, un peu comme le sacerdoce que tu as pour, on va dire, l'agriculture biologique et tout ce que tu es en train d'en faire avec la transformation, il m'a semblé voir quelqu'un qui est véritablement attaché à son impact, à un impact sur la terre, un impact sur plein de choses, mais on va dire l'impact de façon générale. Peut-être que tu pourrais nous dire un peu comment tu arrives à... Déjà, c'est quoi pour toi l'impact ? Et comment tu arrives à balancer, on va dire, finalement, ces deux besoins ? Un besoin d'entrepreneur de réussir, voilà, et aussi besoin d'impact. Je pense que mon activité m'aide beaucoup dans ce sens parce que c'est vrai, la culture, c'est carrément le business, mais le côté social joue beaucoup parce qu'on est en milieu rural et l'impact se fait très naturellement et l'impact nous inspire beaucoup. Parce que quand je vais à des kilomètres pour m'approvisionner, je recueille pas mal de témoignages et je vois justement que ce que je fais, même si ça me rapporte en termes de business, ça change beaucoup de vies quand même. Et ça aide des gens à avoir un meilleur cadre de vie, une amélioration dans leur activité, etc. Et même un passage à l'échelle, parce que quand j'évolue, je sens qu'ils évoluent également avec moi. Je pense que c'est vraiment rattaché l'impact et le business pour une activité agricole, agroalimentaire, parce c'est très très ancré dans la société. C'est une activité traditionnelle de base. Et justement, c'est deux qui se rapprochent. Intéressant. Dans la vie en fait de Mondabio, donc on comprend qu'il y a différents épisodes comme ça, et l'un de ces épisodes-là, c'est quand tu rentres en contact avec le programme Soukali. Déjà, tu peux nous dire un peu c'était quoi ce programme-là, le programme Soukali de la Fondation Mastercard, et qu'est-ce qui t'emmène à y participer, s'il te plaît? Oui, c'était un programme d'accompagnement que je n'avais pas encore réalisé à l'époque parce que c'était via d'autres programmes rattachés à Soukali justement. Et ces programmes nous proposaient d'abord une formation. Et à l'issue de la formation, il y avait un accompagnement financier justement pour permettre de booster l'activité. Et durant cette période, j'avais besoin d'éclore. J'ai tout fait un peu dans mon activité parce que il y a eu pas mal de frustrations qui se sont emmagasinées. Je fonctionnais à 100% à fonds propres, sur fonds propres, et je me sacrifiais beaucoup pour financer mon activité. C'est-à-dire tout ce que je gagnais sur mes autres activités, je le reversais dans Mondabio. Et j'avais l'impression de pas avancer parce que mon aspiration était vraiment au-dessus, mes ambitions également, et la réalité était tout autre. Et j'étais très persuadée à l'époque que j'avais besoin d'un passage à l'échelle. Donc j'avais besoin d'éclore. Et c'est pourquoi même justement j'ai été très téméraire par rapport au programme. Et vraiment j'ai voulu brasser le maximum pour faire le maximum. Et c'était à mes risques et périls et je ne regrette pas du tout, même si c'est difficile, parce que ça m'a permis de grandir rapidement et efficacement aussi. Parce que aujourd'hui, l'entreprise a évolué. On a pu acquérir des machines grâce à ce prix. On a pu avoir notre showroom, booster nos ventes, augmenter la production, recruter du nouveau personnel. Et avant le prix, on était 2 employés. Après le prix, on est 8. Donc là, c'est toute une nouvelle équipe, tout un nouvel environnement. Et même ceux qui étaient là avant et qui sont restés dans le système et autres, ils ont vu au fait le changement. Même s'ils n'étaient pas directement employés, ils étaient prestataires ou à côté, mais ils ont vu le changement. Et voilà, c'est ce dont j'avais besoin et le prix est arrivé au bon moment pour pouvoir réaliser tout ça. Et là, aujourd'hui, ça fait que l'ambition, elle monte, même si on n'a pas encore atteint nos objectifs. Mais l'ambition, elle monte et ça nous montre que voilà, il faut toujours se fixer des objectifs et dès qu'on atteint un point, il y a un autre qui arrive, un autre qui arrive, un autre qui arrive et surtout qu'il n'y a pas de temps à perdre, en fait. C'était frustrant de rester à une basse échelle et de voir tout le potentiel qu'on pouvait créer et également frustrant aussi de voir que si on ne se dépêche pas, d'autres vont arriver, d'autres qui ont plus de moyens vont arriver faire la même chose et puis scale up avant vous. Donc ce que je note déjà, tu commences par tes moyens, tu développes ton activité, tu arrives à un stade où tu penses qu'il faut passer à l'échelle et tu trouves des solutions et donc tu y vas. Mais cette envie constante là de te dépasser, de faire plus, mais tu sais, quand je te regarde, je peux m'empêcher de penser que
t'es dans une activité qui est pas nécessairement celle qui attire beaucoup les jeunes, puisque tu parles d'exploitation agricole et tout ça. Et pourtant, t'es jeune toi-même et t'es une femme. Alors comment est-ce que tu vois ça et le regard justement des jeunes sur l'activité agricole, non seulement la production, mais tout ce qui est transformation? Comment tu vois tout ça? Je trouve que le regard des jeunes a beaucoup changé au fil des ans parce qu'ils voient maintenant plusieurs modèles évoluer dans une activité qui n'était pas du tout une activité prisée à l'époque en termes de débouchés. Parce que quand on termine son cursus universitaire, on nous parle de banque, finance, assurance, communication, marketing. Et à l'époque, agriculture, ça résonnait pas du tout. Pas du tout. Et je me rappelle quand moi, j'ai commencé mon activité, il y a eu beaucoup de commentaires. Les gens disaient, ah, je vois que tu as laissé les études pour vendre des légumes. C'est ce que les gens disaient. Et moi, ça ne me dérangeait pas parce que je savais exactement ce que je voulais faire. Mais si toutefois j'avais ce problème-là ou des complexes par rapport à l'activité que j'ai décidé de faire, j'allais arrêter. Parce qu'il y a eu beaucoup de critiques, les gens n'y croyaient pas du tout. Et quand j'allais dans les marchés, les foires, je venais avec mes laitues, mes tomates, mes fraises, etc., avec mon t-shirt Mandabio, les gens me disaient, attends, toi, tu as fait les études. Et puis, tu viens vendre des légumes comme ça, mais je n'avais pas honte du tout. Et j'allais au champ, je mettais des bottes, je marchais des kilomètres, je montais sur des charrettes, je descendais. À l'époque, j'étais tellement passionnée, je partageais beaucoup sur les réseaux sociaux, mais vraiment, à chaque fois, les gens riaient, les commentaires, c'était, mais regarde comment tu es habillée, franchement, on dirait une villageoise. Mais moi, ça ne me dérangeait pas. Et au fur et à mesure que les gens me voyaient voyager, partir, venir, montrer les produits, ça a changé. Les gens m'ont dit, ah, je veux me lancer, mais je sais pas comment faire. Comment je peux faire pour avoir une exploitation? Est-ce que tu peux m'aider? Etc., etc., etc. Bon, à un moment, j'avais arrêté de communiquer parce que ça me déroutait un peu. Le fait d'aider les gens à commencer, c'était pas mon business du tout. Mon business, c'était assez précis, c'était production, après transformation, après voilà. Donc, à un moment, j'étais très silencieuse dans mon projet et il y a beaucoup de gens qui pensaient que j'avais arrêté et j'ai continué le travail en bas, en bas, en bas jusqu'à voilà que bon, maintenant on n'a plus le choix, on est obligé de communiquer parce que voilà, c'est ce qui fait quand même bouger les choses. Mais avant, pour dire le contexte, l'agriculture n'était pas du tout prisée. Maintenant, c'est prisé, mais je pense que c'est le moment d'apporter une discipline au secteur, au fait, parce que on ne se lance pas dans l'agriculture comme ça. C'est quand même une science. C'est comme si on disait, je me lance dans la médecine demain, je vais aller chercher des gens à soigner, etc. C'est une science qu'il faut apprendre, parce que moi, avant de me lancer, j'ai appris. Et justement, il faut pratiquer. J'ai fait pas mal d'exploitations agricoles où je produisais. C'était vraiment de la pratique et pas beaucoup de théorie. Et au fur et à mesure, voilà, on a pu sortir du lot. Mais aujourd'hui, l'agriculture quand même reste un secteur que les gens veulent intégrer, mais il y a toujours ce schéma de comment je fais pour me lancer. Mais l'intérêt est là. L'intérêt est là. Grâce aux réseaux sociaux, bien sûr. Mais justement, pour ceux qui sont intéressés, comment ils y vont? Comment ils feront? Il faut se former. Il faut se former d'abord. Il faut se former parce que, comme j'ai dit, c'est une science, c'est très mathématique. Parce que même moi, j'ai un peu galéré avant de trouver une formation parce que mon baccalauréat, c'était un baccalauréat littéraire. Et quand je cherchais une formation académique, on me disait que non, vous n'êtes pas scientifique, vous pouvez pas faire l'agriculture. Bon, c'est relatif, mais c'est vrai que la motivation, elle joue beaucoup, elle peut changer la donne, mais ça reste quand même une science. Et aujourd'hui, même dans mon exploitation, je le vis. Il y a des choses, quand je ne les planifie pas, quand je banalise certaines choses essentielles, je ne me retrouve pas au résultat que j'espérais. Parce que justement, c'est comme la chimie, c'est ça plus ça donne ça. Si tu n'as pas ce schéma-là, tu n'as pas l'objectif que tu atteins. C'est pareil. Donc c'est pourquoi l'aspect formation est primordial. Intéressant cet aspect formation et heureusement. Heureusement que c'est pas toutes les formations qui vont nécessiter un baccalauréat, un bac scientifique, parce que maintenant je crois qu'il commence à en avoir plusieurs types. Mais justement, peut-être revenir un peu à un aspect sur lequel tu es passé assez rapidement, mais qui concerne énormément de femmes, parce que tu sais que nous sommes un des continents où l'entrepreneuriat féminin est extrêmement développé, et pourtant l'aspect ou l'accès au financement n'est pas le plus aisé. Quelle est ta lecture de la situation et aujourd'hui, avec du recul, qu'est-ce que tu pourrais donner comme conseil? L'accès au financement pour les femmes est de plus en plus facilité, heureusement.
Au début, c'était la croix et la bannière. Mais maintenant, le défi actuel, moi, je trouve qu'il n'est pas au niveau du financement. Le financement est disponible. Ok. Mais comment est-ce que le financement est organisé selon les différents secteurs? C'est ce qui est difficile. Parce que certaines organisations n'arrivent toujours pas à toucher le point par rapport à comment accompagner telle et telle activité. Les activités sont vraiment différentes les unes des autres. Par exemple, quand on décide d'injecter de l'argent dans l'agriculture, le timing est le maître mot, au fait. Parce qu'aujourd'hui, on peut lever des fonds pour lancer une exploitation d'oignons, etc. Si aujourd'hui le financement tarde, c'est plus la peine. On attend l'année prochaine. Parce qu'on a raté la saison, on a raté la période des semis, on ne pourra pas atteindre les objectifs de rendement. Même si on se lance, c'est très risqué parce que le retard de décaissement, par exemple, ou voilà, l'organisation du financement ne fait pas que c'est le bon moment, en fait. Donc, financement, oui, mais comment s'adapter aux différentes activités des entrepreneurs et comment, justement, comment faire pour que ce financement ne porte pas finalement préjudice à l'entrepreneur, mais qu'il le booste justement dans son activité. Moi, je pense que c'est le défi actuel. C'est contre-intuitif finalement ce que tu dis parce que on entend beaucoup partout où on part le fait qu'on nous dise il n'y a pas de financement. Et donc toi, ce que tu dis, c'est que finalement le financement est disponible, c'est juste comment il est organisé et donc aussi comment l'entrepreneur s'organise pour pouvoir aller vers ce financement. C'est ce que tu es en train de dire aussi. Intéressant. Et en même temps aussi, quelque chose de contre-intuitif, tu dis que l'agriculture intéresse, l'agriculture en matière de production, et je parle même pas de la transformation, intéresse, et ton cas est le plus parlant en fait. Parce que quand tu commençais, les gens finalement faisaient des railleries. Aujourd'hui, ils ont même failli te détourner de ta mission première, puisque chacun vient vers toi pour vous demander de l'aide. Donc finalement, qu'est-ce que tu penses qu'on pourrait faire pour aider tout ou le maximum de jeunes, dehors de jeunes femmes principalement, pour qu'elles puissent réussir dans leur vie d'entrepreneur? Oui, de manière générale, je pense que peut-être multiplier les programmes, parce que aujourd'hui, un entrepreneur ne peut pas se dire, je suis entrepreneur, je n'ai pas été accompagné, ce n'est pas normal, etc. L'État, etc. ne fait rien. Mais je pense que tout vient de l'entrepreneur. C'est comment tu fais dans ton quotidien pour justement atteindre tes objectifs et te faire accompagner. Parce que je trouve que les accompagnements sont là, il faut les renforcer bien sûr parce que il y a de plus en plus d'entrepreneurs, beaucoup de gens veulent se lancer, etc. Mais il y a une forte responsabilité qui vient de l'entrepreneur. C'est facile de fustiger les programmes, mais moi je retourne la question aux entrepreneurs ou à ceux qui souhaitent se lancer. Parce que si je prends mon exemple, je pense que j'ai fait trop de recherches pour savoir qui pouvait m'accompagner, qui pouvait m'aider, etc. J'ai été incubée par plus de 5 programmes différents. Et dans les différents programmes, j'ai mis la pression à chacun. Ah, j'ai mon projet, j'ai mon produit, aide-moi, aide-moi, aide-moi. Et il y a eu des opportunités qui sont sorties de là. Et même sur le net, parce qu'aujourd'hui, on a la chance, il y a les réseaux sociaux. Dans les réseaux sociaux, il n'y a pas que le divertissement. Il y a énormément de programmes qui postent justement sur les réseaux sociaux et qui donnent des opportunités partout dans le monde. Surtout quand on est jeune. Parce que la majeure partie des appels à la candidature, c'est de 18 à 35 ans. Donc, vu que je prends de l'âge, j'espère que ils vont évoluer, ils vont mettre à 40 ans pour que je puisse participer à ces programmes-là. Et je me dis que quand j'ouvre des plateformes, je vois tellement d'opportunités. Et je me dis, est-ce que les gens sont au courant qu'il y a toutes ces opportunités pour n'importe quel projet qu'ils veulent lancer? Je ne pense pas, je ne sais pas en tout cas. Et donc, peut-être la responsabilité des programmes, c'est de justement pousser les jeunes à avoir accès à ça plus facilement et aussi de changer les mentalités. Les programmes sont là, ils font de leur mieux. On devrait les multiplier, bien entendu. On devrait alléger les méthodes, on devrait faciliter les procédures, mais je pense que les entrepreneurs ou futurs entrepreneurs ont beaucoup de responsabilités. J'aime beaucoup ce que tu viens de dire et tu l'as dit tout à l'heure un peu plus tôt dans notre échange que dans l'état d'esprit peut-être qui vient en fait de la maison, des parents et tout, mais que tu ne réalises pas. Et là, dans tout ce qu'on est en train de tout ce que tu es en train de dire, c'est ne pas attendre, aller réaliser sa vision et se battre. Quel est finalement, est-ce qu'il y a un slogan, un mojo ou quelque chose comme ça qui t'anime tout le temps et qui est ce que tu vois devant toi? J'en ai deux.
Ok, Alors, le premier, c'est un verset biblique, c'est Je puis tout par celui qui me fortifie. ok, Et le second, c'est venu d'une introspection de moi-même. Je pense, il y a très longtemps, je faisais pas mal de recherches sur la signification de mon prénom, Armande. Et on a écrit que c'était un prénom germanique qui signifie Hartmann. ok. Et ça signifie forte armée ou armée joyeuse, selon les traductions. Et à chaque Intéressant. fois que je me retrouvais dans une situation difficile, compliquée, je me disais, je suis Armande, je représente une forte armée et je gagne tous mes combats. Et je pense que c'est ce qui m'accompagne tous les jours. À chaque fois que je traverse une situation difficile, je me dis, je suis Armande, je suis une forte armée et je gagne tous mes combats. C'est très beau, très inspirant. Alors je crois qu'on arrive maintenant à la fin de cet échange-là. Quel serait ton dernier conseil pour toutes les personnes qui nous écoutent et qui voudraient s'inspirer de ton expérience? Alors oui, mon dernier conseil, c'est vraiment l'action, le passage à l'action. Comme ça définit un peu tout ce que j'ai dit précédemment. Euh, si on se contente dans une routine, on a la conséquence de la routine en fait. Et si on se lève et on fait ce qu'on n'a pas l'habitude de faire, là on atteint ses objectifs. Parce que atteindre ses objectifs, c'est sortir de sa zone de confort, c'est faire quelque chose qu'on n'a pas envie de faire en fait. Parce que la vie d'adulte, comme on dit entre guillemets, c'est très difficile. C'est se lever tous les matins. On n'a pas envie de se lever tous les matins très tôt et d'aller travailler. Mais on choisit ce qu'on n'a pas envie de faire et c'est ce qui nous rapproche de nos objectifs. Donc, je conseille à une personne qui veut se lancer de passer à l'action et, euh, et de s'accrocher. C'est vraiment très très puissant. Merci beaucoup. Alors peut-être que tu as une question pour moi. Ah oui, bien sûr. On va inverser les rôles. Alors, quelle a été ta plus grande fierté? Wow. Il y en a tellement. Mais disons que en travaillant au niveau de la fondation Mastercard, comme tu sais, nous travaillons à ce qu'il y ait une Afrique différente, une Afrique meilleure, une Afrique où les jeunes, tu l'as bien défini, hein, moins de 35 ans, peuvent réaliser leur potentiel. Et ma fierté, justement, c'est de voir la transformation qui est en train de se passer. Le chemin n'est pas aisé, mais de voir qu'on arrive à avoir des résultats, un impact, et qu'on commence par avoir des personnes, justement, comme toi, comme d'autres, qui, convaincus véritablement de ce qu'elles ont comme opportunité, saisissent ce que nous arrivons à mettre, on va dire, notre contribution à l'édifice, et passent à un autre niveau. Et ça, véritablement, je pense que quand je regarde le chemin parcouru jusque-là, certes qu'il y a encore du travail, mais c'est quelque chose dont on peut tirer vraiment satisfaction. Et au fur et à mesure que nous faisons ce type d'intervention, on commence par trouver quelques recettes. Je ne parle pas de recettes miracles, mais on commence par trouver quelques recettes. Et j'espère qu'on va pouvoir aller un peu plus vite. Mais en tout cas, c'est ça qui m'inspire et qui fait que je me lève chaque jour. Ah, c'est bien. Merci beaucoup. Donc Amande, merci d'avoir été avec nous. Merci surtout de t'être livrée et d'avoir partagé ces moments par lesquels tu es passé. On a compris qu'il y a eu des moments parfois difficiles, mais des moments aussi extrêmement intéressants. Et je retiens de tout ce que tu as dit que finalement, peut-être que ta plus grande arme, c'est ton état d'esprit qui est de dire il faut aller à l'action et il ne faut pas se laisser abattre ou aplatir par toutes les difficultés pour véritablement aller à l'action et sortir de sa zone de confort pour pouvoir aussi, parce que, comme tu l'as dit, on réussit ou on réussit. Donc, merci beaucoup de nous avoir suivis. Nous sommes très heureux d'avoir pu avoir cet échange-là avec vous et notamment avec Armande. Et j'espère que, comme moi, vous avez été inspirés par tout ce qu'elle a partagé avec nous. Donc, on se retrouve bientôt pour un prochain épisode. Merci. Un podcast à l'initiative de la Fondation Mastercard.